Bonjour à toutes et à tous. Comme promis, je vous propose une deuxième vidéo, un deuxième tirage qui va répondre à la thématique suivante, issues et répercussions du conflit Russie-Ukraine sur la France. Pour démarrer ce tirage, je vous propose deux oracles, God and Titanus et l'oracle Viking, pour venir prendre la température et l'énergie ambiante de ce conflit. La première ligne répondra à l'ambiance ambiante des énergies concernant la Russie et l'Ukraine. La deuxième ligne viendra déterminer l'ambiance des énergies ambiantes concernant la France. Pour définir l'ambiance qui règne en Russie et en Ukraine, mes guides m'ont envoyé trois dieux, Mercure, Thoth et Seth. Mercure est le dieu des voyageurs, de la communication et le protecteur des voleurs. Seth est le dieu du désordre, d'ailleurs le mot-clé est chaos. Seth a tué son frère Osiris. Petit clin d'œil de l'au-delà pour rappeler que cette guerre est d'autant plus atroce et injustifiée, en apparence du moins, que c'est une guerre fratricide. Et Thoth est le dieu du tonnerre. Il a pour fonction, je cite, « défenseur d'Asgard contre les géants et héros sollicités pour se battre en faveur des libertés et d'une expansion mesurée ». On ne peut s'empêcher ici de faire le lien entre Thoth et l'OTAN, son marteau menaçant qui plane sur la tête de la Russie. Bref, ici le message est très clair et il vient confirmer le message des maîtres ascensionnés, à savoir que la Russie est rentrée en guerre pour mettre en lumière un massacre impuni de la part de Kiev et par là même d'y mettre un terme. Cette guerre est jugée incompréhensible et comme agressive de la part des pays membres de l'OTAN, sauf que force est de constater que sans ce dérapage russe que je n'approuve pas, une partie du peuple ukrainien se ferait encore à ce jour massacrer, voire exterminer dans la plus grande indifférence des nations. La rune Thurissas porte le numéro 3. Elle représente l'arme brutale, le marteau. Marteau qui représentait aussi l'emblème des communistes et de l'URSS. Le 3 qui est un chiffre symbolique du triangle de la médiation du Saint-Esprit. Petit rappel quand je vous disais que Poutine était le bras armé de l'archange Michael. Je vais maintenant vous lire un bref passage du Guidebook. Thurissas, ne vous laissez pas entraîner dans des drames inutiles. Chaque histoire présente de nombreuses facettes, alors veillez à bien vous renseigner sur une situation avant de prendre une décision. L'ignorance n'est pas une excuse. Choisissez la sagesse et retirez l'ancienne épine de votre flanc. Optez pour le flot positif, drainant, enthousiasme, fécondité et passion, plutôt que pour l'agression, l'étroitesse d'esprit et de la force brute. Je suis le marteau de la sagesse. J'ai pulvérisé l'ignorance, faisant exploser la mesquinerie, m'étendant vers l'extérieur. L'épine n'est plus dans mon flanc, je suis Thurissas. La deuxième ligne reflète les énergies qui règnent en France. Mes guides m'ont envoyé la rune Ansus et Dieu Mithras qui a pour mot-clé sacrifice. La rune Ansus est la rune dédiée au dieu Odin, c'est la rune de la protection divine par excellence. Elle traite tous les aspects de la communication, de l'écoute et de la pensée jusqu'à la parole. Sa mission essentielle est liée à l'énergie, présidant aux échanges entre les individus. Elle nous demande de communiquer avec clarté, honnêteté, précision et cohérence. Tout un programme qui est difficile à appliquer quand on est un homme politique. Je vais vous lire quelques lignes du Guidebook. En dessous, une meilleure communication, des pensées claires et des actions avisées sont dorénavant toutes d'une importance primordiale. Ne niez pas la véritable nature d'une personne ou d'une chose en essayant de la voir sous un jour plus favorable. Trouvez l'ordre dans le chaos. Nous avons hérité des traits de caractère positifs et négatifs de nos ancêtres et il est utile de connaître aussi bien les uns que les autres. L'univers concourt à vous ouvrir de nouvelles voies. J'inspire, je suis empli de votre divinité, étincelle de tout ce qui est, la conscience submerge l'ignorance, mon sang chante en guise de reconnaissance, j'expire le chaos et la stagnation, je suis
Ansus. Nous allons rentrer dans le vif du sujet qui est issue et répercussions du conflit Ukraine-Russie sur la France et l'Europe. Les premières cartes vont identifier le rôle qu'a joué la France en tant que pays membre de l'OTAN et de l'Union européenne. Le tirage est le suivant, et je précise encore une fois qu'il n'y a aucune triche, je ne me fie qu'à mes guides. Donc, on m'envoie le 4 d'Engin, qui correspond au bâton, l'hexagramme numéro 37, la carte du dieu Odin et la carte de la discorde. La première carte qui m'attire ici, c'est le dieu Odin. Cette carte me fait penser à Poutine. Ce mur délabré, derrière cet homme, me fait penser à l'effondrement de l'URSS en 1991. On peut voir que cet homme vieillissant dégage une grande puissance, une grande assurance. Il tient dans sa main un crâne surmonté d'un corbeau, ce qui signifie que la mort, il connaît et que ça ne lui fait pas peur. La guerre, il connaît aussi. Et en tant que Dieu, il se sent invincible. C'est un homme qui connaît sa force. Derrière lui, deux loups féroces menaçants et Odin avec sa lance à la main, qui prévient l'adversaire de ne pas faire un pas de plus, sous peine de représailles. On dit dans le texte que ces corbeaux sont ses yeux et ses oreilles. On sait qu'en tant qu'ancien agent du KGB, Poutine est au courant de tout et constitue des dossiers sur tout le monde. Nous savons aussi que c'est un joueur d'échecs qui est corrompu à l'exercice du pouvoir. Il a toujours plusieurs longueurs d'avance sur l'ennemi. Ce n'est pas un fou qui fait n'importe quoi, bien au contraire. C'est un homme très réfléchi, je dirais même que c'est un animal à sang-froid, qui a une très grande maîtrise de ses nerfs. C'est un fin stratège qui analyse la situation sous tous les angles et ne se laisse pas prendre au dépourvu. Odin, dans le jeu, est une des cartes les plus puissantes. Les mots-clés sont guérison, sagesse, maîtrise du langage. À coup sûr, Poutine a une très grande maîtrise de la diplomatie. Je pense que sa sagesse réside dans un calcul froid et sans âme. C'est un rouleau compresseur. La deuxième carte que j'ai envie d'analyser est l'hexagramme numéro 37. Sur l'image, on voit 3 visages tatoués et la carte s'intitule Jean du clan. 3 visages qui me font penser à 3 puissances qui s'affrontent, 3 ennemis qui font semblant de se tolérer mais qui sont prêts à tous les coups bas pour détruire l'autre. Je pense bien sûr aux USA, à la Russie et à la Chine. Je vais vous lire le message correspondant à l'hexagramme numéro 37. C'est une situation potentiellement durable, mais où la vision est focalisée de manière superficielle sur le court terme. Il est essentiel de replacer les problèmes du moment dans une perspective plus large en reconsidérant le lien avec un groupe ou une école de pensée à laquelle on appartient. Trouver sa place, tel est le mot-clé, dans une organisation demande une force souple permettant de perdurer, quels que soient les aléas. Voilà le fond du problème. Trouver sa place. C'est l'une des raisons qui génèrent ce conflit aujourd'hui. C'est intéressant car cette carte nous demande de réfléchir sur la situation, un peu à l'instar de l'oracle des Vikings, et de ne pas juger une situation donnée de façon superficielle à l'emporte-pièce. Il faut inscrire ce moment dramatique dans un contexte, sans vous faire un cours d'histoire et de façon très concise. Poutine a été élu au pouvoir en 2000 à la chute du communisme. Il a hérité d'un pays en ruine et au début de son mandat, il n'a eu de cesse, pendant 8 ans, de tendre la main à l'Europe, notamment à Chirac, en lui proposant un pacte de sécurité européen en 2008. À chaque proposition, Poutine a été relégué avec mépris. La France n'a eu de cesse, en bon petit soldat de l'OTAN et de l'Union européenne, de le ridiculiser, de le mépriser, de le marginaliser et de l'isoler. Car telle était la volonté des USA. Dans le même temps, l'OTAN va le ceinturer en faisant rentrer à la fois et dans l'OTAN et dans l'Union européenne tous ces anciens territoires, pays frontaliers à la Russie, sauf l'Ukraine. Et justement, voilà qu'en 2013, l'Ukraine, pays proscrit, est sollicitée par l'Union européenne. On lui fait de l'œil. Viktor Yanukovych, président de l'Ukraine et ami intime de Poutine, refuse, par amitié pour Poutine, cet accord en novembre 2013. En aparté, je précise à titre informatif que le SMIC ukrainien plafonne en 2022 à 150 €.
À la suite de cette décision, le peuple ukrainien se révolte et les gentils ricains infiltrent les manifestations, provoquent, une fois n'est pas coutume, un coup d'État et placent au pouvoir Petro Porochenko. Ce dernier, à peine arrivé au pouvoir, décide d'appliquer une politique de ségrégation. Une chasse aux sorcières a lieu en Ukraine. Il brûle entre autres des enfants, déclenche un conflit ethnique et extermine plus de 14 000 Ukrainiens jusqu'en 2022. Sauf que, entre-temps, et c'est là où nous intervenons, la chancelière, accompagnée de chamallows, au nom de l'Union européenne, décide de mettre fin au conflit. Et en 2014, la France participe de façon figurative au traité de Minsk. Ici, je rejoins ce 4 d'Angers qui parle justement d'équilibre et de joie au sein d'une même famille. J'attire votre attention sur les drapeaux suspendus au plafond de la gare sur cette carte. Vous avez des drapeaux bleus avec des étoiles et un sigle qui représente Mercure, la planète de la communication. Seulement voilà. Porochenko, une fois les traités signés, rentre en Ukraine et continue, gentiment mais sûrement, son massacre en toute impunité. Car depuis 2014, ni la France, ni l'Union européenne, ni l'OTAN ne viendront lui faire de reproches. Mieux, la France va continuer de vendre des armes à l'Ukraine, car il faut faire marcher le commerce. Et puis, en février 2022, boum badaboum, voilà que nos Américains, les fameux gentils de l'histoire, les bienfaiteurs, ravivent le conflit juste au moment où notre roitelet prend la présidence par intérim de l'Union européenne. Timing divin, providence ou magouille, nul ne sait. Mais force est de constater que cette guerre tombe à pic, pile au moment où il doit déclarer sa candidature aux élections. En 3 coups de cuillère à peau, on met au diapason les journaux télévisés. Et voici que la guerre en Ukraine envahit la presse française H24. On ne parle plus du méchant virus, on parle du méchant Poutine. Au final, on change de refrain, mais on garde la même stratégie qui est de semer la peur et la haine dans l'esprit des Français. Depuis le 24 février, on nous menace avec une 3e guerre mondiale nucléaire. Et voici que notre Louis XIV international, qui prend sa fonction très à cœur, décide de partir dans une négociation avec le grand méchant Poutine. Il en résultera une humiliation mondiale, mais dans le même temps, allez savoir pourquoi, il devient le héros de la nation, il grimpe dans les sondages et évite ainsi tout débat politique, toute confrontation, tout débat concernant son bilan sur son quinquennat. Je précise car c'est important qu'en tant que démocratie défaillante, notre président a fait fermer les 2 chaînes françaises, RT France et Sputnik, en Russie. Pour conclure, je dirais que la France, qui vit sur un prestige poussiéreux, a participé soit mollement, soit de façon très inefficace et laborieuse, à un traité de paix qui, en 2014, n'a pas été respecté et qui, en 2022, a connu un échec cuisant. La deuxième question va se composer en fait de plusieurs petites questions. La première question sera: que pense Poutine de notre président? À cette question posée, mes guides m'ont envoyé le personnage de Deling. Il appartient à la famille des nains. Déjà, Poutine se fait une piètre opinion de la France dans le monde et pense que nous sommes un pays sans envergure, sans importance, non pas tant par la taille de notre pays, qui certes n'est pas grand, c'est très bien ainsi, mais plutôt par notre statut. Il est clair que nous avons entamé notre souveraineté. En tant que personne, il semblerait que Poutine trouve notre roitelet narcissique, ingénieux, très versatile, contradictoire, puisque Deling incarne à la fois le jour et la nuit de façon aléatoire, et surtout, il le trouve très vaniteux et très imbu de sa personne. Deuxième question: quel ressentiment nourrit Poutine vis-à-vis de nos présidents respectifs, à savoir Chirac, Sarkozy, Chamallow, Macron, en tant que porte-parole de l'OTAN et vassaux de l'Union européenne? Mes guides m'ont envoyé le personnage Surt, le personnage Sinmara et le personnage Brock. Le personnage Surt et Sinmara appartiennent à l'élément feu. Brock appartient lui encore à la famille des nains.
Au premier regard, on en déduit que ce personnage n'est pas très accueillant et qu'il n'a pas l'intention de se laisser importuner. Il porte une armure, des têtes de mort jonchent le sol et derrière lui, une armée de mercenaires porte des lances. Quant à lui, il tient une épée immense de feu. Le ciel est noir, des aigles volent au-dessus de son royaume. Le rencontrer ne doit pas être une partie de plaisir. Le mot-clé de la carte est colère ardente. Surt est l'ancien géant du domaine du feu dans la mythologie nordique et on peut l'assimiler à Attila. Sa présence dans un jeu évoque le courroux, la disharmonie. La deuxième carte est Sinmara. Elle aussi appartient au monde du feu. C'est l'épouse de Surt. Son mot-clé est cauchemar. Pour répondre à la question, Poutine exècre nos dirigeants politique, mais de toute évidence, nos chers présidents, à son contact, ont semble-t-il eu du mal à s'en remettre. Ces rencontres, pour le moins anxiogènes, ont entraîné chez certains d'entre eux une peur paralysante et des nuits agitées. Quant à Brock, de même que Deling, il appartient lui aussi au monde des nains. Poutine pense de nos dirigeants avec, semble-t-il, beaucoup de mépris, que ce sont des fonctionnaires appliqués, dotés d'un savoir-faire, mais de toute évidence, il ne les porte pas en estime. Je pense qu'il les reçoit avec une rage froide, et je pense aussi que nous devons rester sur nos gardes vis-à-vis de cet homme. Les deux mots qui me viennent sont méfiance et prudence. Le petit B de la deuxième question est: que pense Poutine de l'OTAN? Avant de répondre à cette question, je désire attirer votre attention sur ces deux cartes. La première étant la carte de l'entité d'Urine qui porte le tableau, puisque c'est la carte centrale du jeu, et la troisième carte de la colonne de gauche que nous venons de voir qui correspondait au rôle que joue la France dans l'OTAN, à savoir Brock. Brock et Durin sont deux gardiens. Sauf qu'à bien y regarder, il y a des nuances. Brock, qui représente la France, est habillé plus simplement. Il regarde droit devant lui, donc il incarne le présent. Et son château, derrière lui, est de taille modeste. Son bonnet, sur la tête, est signe de soumission et d'allégeance. Brock, de même que Deling, appartient au monde des nains, donc des petites nations. Durin, en carte centrale, appartient lui aussi au monde des nains, donc il appartient lui aussi aux petites nations. Mais à la différence de Brock, il porte un habit plus riche. Son royaume a l'air plus imposant et surtout, il regarde vers la gauche. À savoir que Durin appartient au passé, ce qui signifie que le rôle de l'OTAN, qui était de veiller au bien-être des populations, est révolu. L'OTAN aurait dû être dissolu en même temps que le pacte de Varsovie en 1991, puisque cette organisation était le garant de la guerre froide. À partir de 1991, l'OTAN usurpe sa fonction désuète pour déclencher des guerres sauvages. Mais avant d'aller plus avant, je reviens à la deuxième ligne que mes guides m'ont envoyée. La première carte est l'entité Irpa. Elle aussi appartient au monde des nains. Ses mots-clés sont diligence et ingéniosité. Elle a pour fonction de ramener à la vie les signes sauvages et elle nous parle d'indépendance et d'autonomie et de succès matériel. Pour résumer, on voit une jeune fille innocente avec des ailes dans le dos qui est en train de caresser ou de déplumer un cygne mort. On dit dans le guidebook qu'elle a le pouvoir de rendre la vie au cygne. Rappelons que le cygne est avant tout la symbolique de l'amour, de l'union, du couple, de l'entente parfaite. Si nous substituons les cygnes aux différentes nations qui ont intégré l'OTAN, on peut comprendre qu'en nous unissons les uns aux autres, nous perdons tous un peu de notre autonomie, de notre indépendance. Irpa est l'entité qui représente la rapidité d'exécution, sauf que les pays de l'OTAN sont tous interdépendants les uns des autres. Et avec ce nouvel accord signé à Bruxelles en 2021, un seul pays de l'OTAN peut désormais déclencher une guerre sans obtenir une majorité de voix, mais par contre, il entraînera les 29 autres pays dans cette guerre. Voilà la réalité de l'OTAN. Voilà dans quelle galère nos dirigeants nous ont embourbés. La deuxième carte, la carte centrale, représente l'entité d'Urine. On vient de le voir, il appartient lui aussi au monde des nains. Sa phrase clé est « le gardien de la porte, sens de l'orientation ». Il est écrit dans le guidebook « haut placé dans la hiérarchie des nains, Durin est appelé le roi, car aucune porte ne l'arrête. Il peut pénétrer dans n'importe quel compartiment caché, rien ne lui échappe dans le monde des nains. » Ce qui veut dire, en clair, que l'OTAN fourmille
d'agents secrets. Sa présence dans un tirage indique que le consultant, donc ici l'organisation de l'OTAN, a la capacité de s'orienter dans une situation complexe qui peut être d'ordre économique ou géographique. L'OTAN n'est-elle pas devenue une organisation géopolitique mafieuse? Nous allons le voir avec la troisième carte et là encore, je vous assure qu'il n'y a aucune triche de ma part. La dernière carte que mes guides m'ont envoyée est la carte Naglfar. Elle appartient au monde du feu. Sur la carte, on peut voir un bateau voguant au milieu d'une mer agitée remplie de soldats. Sa phrase clé est le bateau du conflit. C'est selon la légende le plus imposant des bateaux. Il est composé des ongles de pieds et de mains des morts. La présence de Naglfar dans le tirage indique une trajectoire menant au conflit. Je suis le consultant, soit ici l'OTAN, et qu'il y est bien préparé. La question qui est posée dans le guidebook, c'est est-ce que Naglfar agit pour le bien ou pour le mal? À vous de répondre, d'après les cartes qui sont autour de cette carte. J'arrête ici la lecture du guidebook et si vous me le permettez, je vais vous apporter la réponse. L'OTAN fournit et déploie des efforts considérables et de façon très ingénieuse pour créer un potentiel ennemi et après l'attaquer en bonne et due forme pour soi-disant, de façon officielle, tuer le méchant, alors que la raison officieuse et véritable est vile et purement économique. Les USA ont quasiment épuisé en un siècle leurs ressources énergétiques. Ils ont un besoin constant d'hydrocarbures, sauf que s'ils se mettent à acheter ces hydrocarbures en gentlemen civilisés, ils vont perdre leur hégémonie et leur rôle de leader de puissance mondiale dans le monde. Donc, leur procédé est toujours le même. J'invente un ennemi, en l'occurrence sous George Bush et Obama, les pays du Moyen-Orient, et ensuite, formant un coup d'État, j'installe au pouvoir un homme qu'ils croient à leur merci. On a vu les deux exemples de Ben Laden et de Daesh, entre parenthèses, qui a été neutralisé et détruit par le méchant Poutine. Si vous avez besoin de preuves, je vous renvoie aux confessions du général américain Wesley Clark, aux conférences de François Asselineau sur l'Europe et sur la guerre, pour ne citer que ces deux sources. Le but ici n'étant pas de mener un débat politique ou de vous refaire un cours d'histoire, mais simplement d'analyser le message de mes guides et de vous apporter la preuve dans la matière. Je vais vous présenter maintenant la dernière ligne du tableau qui correspond à la question suivante. Est-ce que les pays membres de l'OTAN vont réussir à négocier un traité de paix entre la Russie et l'Ukraine? Sur la dernière ligne, mes guides m'ont envoyé les entités suivantes, à savoir Gefion, Vali et Vidar. Avant d'interpréter ces messages, je voudrais attirer votre attention sur la quasi-bipolarité du tirage sur 10 entités envoyées par mes guides. En sachant que cet oracle se divise en 9 mondes, nous avons 4 entités qui appartiennent au monde des nains, soit des pays membres de l'OTAN, et 4 cartes qui appartiennent au monde du feu, c'est-à-dire au monde de la guerre et du conflit. Et nous avons 2 cartes qui se retrouvent d'ailleurs ici dans cette verticale, notamment Jeffin, qui est une entité qui appartient au monde des hommes, et l'entité Vali, qui elle appartient au monde des elfes lumineux. Jeffin a pour mot-clé revendication de nouveaux territoires. On peut voir sur la carte un bouc ou un bélier plutôt belliqueux, en sachant que le bélier appartient à la planète Mars, qu'il est fougueux, très obstiné et voire imprévisible. Il est cornu, on peut l'associer au diable, à ce besoin de domination. Clairement, ici, j'aurais tendance à l'associer à Poutine. Cette nymphe, nommée Jeffin dans la mythologie scandinave, est partie à la conquête de nouveaux territoires et l'on raconte que l'un des rois finit par lui attribuer une île. Ne pourrait-on pas faire le lien avec la Crimée, une des revendications de Poutine? Cette entité a une valeur dans le jeu très positive. Vali, quant à elle, appartient au monde des elfes lumineux. Elle nous parle de réconciliation. Elle apaise les querelles et rebâtit à partir des ruines. Vali ressemble à un ange médiateur qui temporise une situation critique. Ne pourrait-on pas faire le lien entre Israël, qui justement ne fait pas partie de l'OTAN et donc des pays des nains, et qui a envoyé son ministre pour justement négocier un traité de paix? Quant à la dernière carte, Vidar, elle appartient au monde du feu. Son mot-clé est le berserker ou le guerrier. Il est dit dans le guidebook que les guerriers
d'Odin, que nous avons retrouvé dans ce tirage et qui était donc apparenté tantôt à Poutine, incarnent une grande confiance en eux, un courage farouche et qu'ils sont capables d'une violence inouïe pour gagner face à l'adversaire. Il faut garder à l'esprit que le berserker était réputé pour adopter à la bataille un état d'esprit proche de la folie. Je pense qu'il peut s'agir ici de la milice tchétchène que Poutine a envoyée sur Kiev et qu'une lutte acharnée entre deux groupuscules sans foi ni loi est en train d'avoir lieu. J'arrête ici les spéculations sur l'entité Vidar. Je vais terminer cette vidéo ici parce qu'après elle est trop longue. Je vous ferai un troisième volet pour finir le tirage commencé. Mais avant ça, je vais finir sur une note positive et je vais vous lire le texte dédié à l'entité Vali dans le Guidebook. Vali, le pacificateur, apaise les querelles et rebâtit à partir des ruines. Jeune, sensible et non violent, Vali est sollicité pour les règlements à l'amiable et la communication qui se suffit à elle-même. Sa présence dans le tirage indique que ce n'est pas le moment de chercher des défauts, d'accuser ou de faire des reproches, mais plutôt de reprendre à zéro et de renoncer à tout ressentiment qui l'empêche d'avancer. Vali lui indique une voie vers le relationnel et ce qui est véritablement celle de la paix et de l'harmonie. La présence de Vali signale que cette voie lui est ouverte et qu'il peut simplement se libérer l'esprit de toute rancune. Au cœur de sa carte irradiante de lumière réside un grand pouvoir, celui de l'altruisme et de la paix intérieure. Je vous invite donc à prier pour que la lumière gagne, qu'un traité de paix soit signé au plus vite, car il s'agit ici de la vie de citoyens et je pense que l'on ne joue pas avec l'humanité. Je vous dis à très vite pour le troisième volet de cette vidéo.